qualité qui répond aux normes internationales. Ensemble, continuons à travailler dur, très dur, toujours plus dur. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Législative de juillet 2017, aucune liste parallèle ne sera tolérée dans les rangs de Benno Bokk Yakaar. Précision du président Macky Sall lors de la conférence des leaders de la coalition. Les discussions ont aussi porté sur la situation économique et sociale du pays. Suite et fin de la série que la rédaction a consacrée à l'hygiène. Focus ce soir sur l'hygiène chez les apprenants. Les notions de propreté occupent une bonne place dans leur programme, même si leur application reste encore un défi. Nous irons à la découverte de la plus ancienne gouvernance du Sénégal. Il s'agit de celle de Saint-Louis. Son histoire se confond à celle de la vieille ville. Le palais du gouverneur a été le siège de l'administration coloniale. Ces caractéristiques à découvrir dans la rubrique du dimanche. Premier tour de la présidentielle française. Les premières estimations placent Macron en tête avec un peu plus de 23%, suivi par Marine Le Pen avec plus de 21%. Pour un débriefing de ces premiers résultats, nous recevrons Jean-Didier Vernounou dans cette édition. Nous recevrons également le ministre de la fonction publique. C'est pour parler de la conférence sociale sur les retraités. Bonsoir monsieur le ministre et merci d'être avec nous. Bonsoir Omi, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Très bien, on vous retrouvera au cours de ce journal donc pour parler de cette question. Tout d'abord, les activités du chef de l'État. La conférence des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar engage les discussions sur l'avenir du Sénégal et sur celui de la coalition. Hier après-midi, le président Macky Sall a réitéré son attachement à la démocratie qui passe par l'indépendance de la justice et la liberté d'expression. Il annonce par ailleurs que le projet du nouveau code de la presse sera soumis au vote des députés dans les tout prochains jours. La synthèse de Pape Biram Biguendiaï. C'est une rencontre qui tombe à pic à l'heure où le climat politique est en pleine ébullition. La conférence des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar sonne la grande mobilisation, le resserrement des rangs pour remporter les grandes batailles politiques qui se profilent à l'horizon. C'est aussi l'occasion de taire certaines rumeurs. Les attaques de l'opposition sur le terrain judiciaire sont loin d'être fondées pour le président de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui rappelle deux principes majeurs qui dictent le mode de gouvernance depuis 2012. La séparation des pouvoirs et le devoir de réserve sur les dossiers judiciaires en cours d'instruction. Quelques exemples suffisent à montrer que l'indépendance de la magistrature au Sénégal n'est pas une chimère. Très souvent, le gouvernement lui-même fait des recours jusqu'à la Cour suprême pour faire d'abord des appels contre des décisions en première instance. Parfois même, l'État perd en appel et est obligé d'aller jusqu'à la cassation. Alors, donc, il est facile, lorsque on se situe dans une mauvaise passe, d'accuser le président de la République ou le gouvernement de faire de l'ingérence dans le fonctionnement de la justice. Je dois vous informer que depuis plus de 25 ans, toutes les réformes qui concernaient l'indépendance de la magistrature, l'amélioration des conditions de travail et de vie des magistrats, depuis 25 ans, n'a pas connu d'évolution. C'est avec nous que l'ensemble des textes qui organisent le Conseil supérieur de la magistrature, qui organisent le statut des magistrats, le statut de la Cour suprême, la loi organique sur la Cour suprême, la loi organique également sur la Cour des comptes, autant de dossiers qui ont pu être débloqués, donnant aujourd'hui à la magistrature une plus grande liberté, surtout en ce qui concerne la matière disciplinaire où l'exécutif
même si le président est le président du Conseil supérieur de la magistrature, et que le garde des Sceaux en assure la vice-présidence, ces deux autorités ne participent nullement dans les processus internes et d'évaluation positive et de sanction des magistrats. Ça, c'est irréfutable. Deuxième aspect, le devoir de réserve sur des dossiers judiciaires en cours d'instruction. Car seuls les juges ont compétence à dire qui est coupable, qui ne l'est pas. Il n'appartient ni au président de la République, ni au gouvernement, ni à l'opposition, ni à qui que ce soit dans une République de décider de la culpabilité ou non d'un citoyen dans quelque dossier que ce soit. Le respect de la démocratie, ce n'est pas seulement l'indépendance de la justice, c'est aussi une presse libre et une liberté d'expression pour tous. Il me parle de dictature. Au Sénégal, il y aurait une dictature. Il me parle de menaces sur la démocratie. Et pourtant, on ne verra jamais un seul détenu d'opinion dans ce pays. Ça n'existe pas depuis que nous sommes au pouvoir. Pas un journaliste n'a été arrêté, mis en prison pour un article de presse ou un délit d'opinion. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de violation de les règles de déontologie. Mais c'est notre option fondamentale. Et nous allons sortir bientôt le code de la presse, le nouveau code de la presse, après une longue période de gestation, une longue période également de concertation. Ce projet devrait passer la semaine prochaine, en principe, repasser en Conseil des ministres, parce que le projet était déjà à l'Assemblée nationale, et c'était les députés, et dans leur indépendance et leur pouvoir, qui avaient rejeté. Déjà, ce n'était même pas cette législature, c'est la précédente. Donc nous avions décidé de reprendre le projet, nous l'avions retiré de l'Assemblée, nous avons refait les concertations avec les acteurs de la presse, de l'audiovisuel. Aujourd'hui, je pense que le texte est mature pour repenser en Conseil des ministres et nous allons le renvoyer à l'Assemblée nationale en demandant à notre majorité de bien vouloir voter ce nouveau code de la presse. Le président Macky Sall donne le ton et affiche les ambitions d'une majorité au pouvoir qui, depuis 2012, se met au service des populations. Les réalisations du gouvernement sont révélatrices d'une courbe de performance économique ascendante. Aujourd'hui, les leaders veulent renforcer l'image de la coalition Benno Bokk Yakaar, la rendre plus solide et asseoir une longévité qui est déjà unique dans l'histoire politique du Sénégal. La coalition Benno Bokk Yakaar ne va tolérer aucune liste parallèle issue de ses rangs lors des prochaines élections législatives. Révélation faite par le président Macky Sall qui a par ailleurs apporté des précisions sur l'état de la dette au Sénégal et sur ses orientations. Pour lui, il s'agit d'une bonne dette qui contribue au développement économique et social du pays. Synthèse de la rencontre avec Pape Biram Biguendiaye. Cette rencontre des leaders de la majorité intervient dans un contexte particulier, avec les investitures qui se préparent en vue des élections législatives. Là-dessus, le mot d'ordre au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar reste unité et discipline. Autant pour les locales, nous avions pris la décision de laisser les gens, s'ils n'étaient pas d'accord, chacun de présenter sa liste, puisque les enjeux étaient locaux. Il ne faut pas confondre donc les enjeux d'une élection législative aux enjeux d'une élection locale. Ça n'a rien à voir. Donc, autant on a laissé faire, même au sein des partis, la diversité, la pluralité des listes, autant ici, il s'agira de tout mettre en œuvre pour avoir une seule et même liste Benno Bokk Yakaar. C'est extrêmement important. Sur les sujets d'actualité qui agitent le landerneau politique, il y a la question de la dette. Le président Macky Sall rassure et précise les orientations légitimes d'une dette qui participe au développement économique et social du Sénégal. La dette, lorsqu'elle est utilisée à bon escient, lorsqu'elle sert à investir dans l'infrastructure de production et de développement, c'est une bonne dette. C'est une dette qu'il faut encourager. Aucun pays du monde ne peut se développer sans s'endetter. Mais lorsqu'on met des milliards pour un festival de danse ou de musique,
et que les milliards s'évaporent dès que les lampions sont éteints, oui, cette dette pose problème. Nous ne nous sommes pas endettés pour le train de vie de l'État. Nous nous sommes endettés pour donner de l'eau aux populations qui ont soif partout dans le Sénégal. Nous nous sommes endettés pour mettre des routes, des pistes et des autoroutes, pour assurer une bonne fluidité de la circulation et donc éviter ces manques à gagner qui étaient chiffrés rien que pour la région de Dakar à près de 100 milliards de francs CFA par an du fait des embouteillages. Nous nous sommes endettés pour construire des universités. Nous nous sommes endettés pour réduire définitivement, éliminer les abris provisoires et les remplacer par des classes en dur. 6 000 classes seront construites d'ici 18 mois pour éradiquer les abris provisoires sur l'ensemble du territoire national. Donc voilà. Et nous respectons les critères de l'UEMOA que nous nous sommes fixés. Le Sénégal n'a pas violé un seul principe sur ces critères de convergence. Donc notre économie, en vérité, se porte bien, malgré les défis. Le renchérissement du dollar, la montée, ça reprend le prix du baril. Ça a été bas à un moment donné. Le baril a repris de la hauteur, le dollar a repris. Et malgré tout cela, nous venons de procéder à une baisse du prix de l'électricité. Alors qu'il y a 5 ans, nous avons tous assisté ici aux émeutes de l'électricité. Le khouy kamaj, comme on disait. Je pense que même s'il y a un peu de khouy, il n'y a pas de kamaj quand même tout le temps. L'heure est à la solidarité et à la générosité dont la coalition Benno Bokk Yakaar. Il s'agit de mettre en avant une démarche de consensus dont la diversité. Les défis sont multiples et nécessitent aujourd'hui une communication offensive et conquérante, d'où l'avis du président Macky Sall qui invite tous ses camarades à un exercice de clarification sur le bilan et les performances économiques réalisées depuis 2012 et saluées par la Banque mondiale, le FMI et les agences de notation internationales. Pabiram Biguediaye, au terme de la conférence des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a tiré les conclusions de la rencontre. Il s'agit notamment de la structuration de la coalition en vue d'une meilleure organisation des activités politiques. Benno Bokk Yakaar se dit fier du président Macky Sall et va travailler pour sa réélection dès le premier tour en 2019. Écoutons à ce propos Moustapha Niasse au micro de Pabiram Biguediaye. Maintenant, Benno Bokk Yakaar, qui a une structure pyramidale, voit ces structures organisées, installées, créées, en mesure de démarrer, et tout cela a été validé par notre conférence. Je dois enfin ajouter que, à la base des assemblées à différents niveaux vont se tenir, et c'est le CEP, le secrétariat, qui va proposer un calendrier à la direction de Benno Bokk Yakaar pour continuer de prendre contact avec les populations et échanger avec elles sur la situation nationale en général, sur la mise en œuvre des politiques publiques et sur l'état de la gouvernance politique au Sénégal. La conférence des présidents a décidé également de mettre en place un comité de veille dont la mission est permanente pour tenir informés les structures de la conférence des présidents et de la coalition sur les urgences à gérer, les informations à analyser et la marche du pays. Il s'agit pour finir d'allier maintenant, comme nous l'avons toujours fait, mais de mieux organiser cette alliance entre l'espoir et l'action dans l'unité consolidée et sur la base d'un bilan solide dont il a lieu d'être fier. En tout cas, c'est notre cas, nous, membres de Benno Bokk Yakaar. Ce bilan a été réalisé par le chef de l'État, son gouvernement et par les institutions de la République qui fonctionnent sur la base des dispositions de la Constitution. Enfin, la décision a été prise
de publier bientôt un livre blanc qui va contenir l'ensemble des réalisations qui ont été faites depuis 2012, après 5 années d'exercice du pouvoir par le président Macky Sall. Cet exercice se poursuit évidemment encore jusqu'en 2019 et Benno Bokk Yakaar à l'unanimité a souhaité que sur la base de ce bilan et de ce qui va être fait dans les 2 années à venir, le président Macky Sall soit réélu dès le premier tour à l'issue des élections présidentielles de 2019. L'économie sénégalaise se porte bien. Les révélations de l'agence de notation américaine Moody's, ces performances sont liées au bon cadrage macroéconomique et une croissance forte notée ces derniers temps. Explication du docteur Souleymane Astou Diagne, maître de conférence à l'université de Bambey. Il était l'invité de Oumar Nying d'un point de vue. L'agence veut dire aux partenaires du Sénégal: vous pouvez encore davantage porter votre confiance sur le Sénégal. L'agence dit à l'ensemble des acteurs du marché financier que le Sénégal est un pays sur lequel on peut avoir confiance. Parce que la capacité à rembourser de l'État du Sénégal s'est renforcée. Et ça, c'est dû à un facteur. Je vais en énumérer certains. Le premier facteur, c'est la stabilité institutionnelle et politique. Vous savez que notre pays aujourd'hui fait référence en Afrique de par sa stabilité politique, avec le consensus politique qu'il y a actuellement dans le système politique, où le président de la République lance régulièrement des appels à l'opposition. Il y a également les perspectives économiques avec la croissance. Vous savez que la croissance au Sénégal commence à devenir structurelle, parce que depuis 3 ans, on a une croissance vigoureuse et régulière, qui se traduit par, je vais dire, une augmentation significative à hauteur de 6,5%, comparée à la croissance dans les années, au début des années 2000, qui était très faible. S'ajoute à ça, les perspectives économiques sont très bonnes, parce que nous avons, au-delà d'un bon cadrage macroéconomique, nous avons également la découverte de pétrole et de gaz, qui, à l'horizon 2021-2023, va encore augmenter les ressources de l'État du Sénégal. Voilà, nous avons le plaisir d'accueillir notre premier invité. Il s'agit du ministre du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Voilà, monsieur le ministre, l'actualité de votre département, c'est l'organisation d'une conférence sociale sur la réforme des retraites au Sénégal. Tout d'abord, quel est l'objectif de cette conférence ? Je pense que c'est une conférence qui relève d'une décision de M. le Président de la République qui, dès son accession à la magistrature suprême, a constaté que les pensions qui sont servies aux retraités sont des pensions dérisoires. Et les retraités vivaient une situation terrible, parce que malgré le fait qu'ils soient retraités, ils continuaient à être les soutiens de famille au niveau de ces différentes structures. C'est pourquoi déjà le 1er mai 2012, quand il recevait les cahiers de doléances des centrales syndicales, il nous a instruit de saisir le conseil d'administration de l'IPRES pour que les pensions soient augmentées. Et de 2012 à 2017, les pensions de l'IPRES ont connu une augmentation de 40%. C'est très important comme hausse, parce que les bimestres qui étaient à 100 000 sont montés jusqu'à 146 000. Et les bimestres qui étaient par exemple à 50 000 sont montés jusqu'à 72 000. Mais il s'est dit que malgré ces mesures, ces différentes hausses, les pensions étaient toujours dérisoires. Donc il fallait des réformes de profondeur qui rencontrent la générosité qu'il a en direction des travailleurs et des retraités qui avaient tout donné à la nation et qui méritaient autre chose. C'est pourquoi il nous a instruits, en relation avec les partenaires sociaux, dans le cadre du tripartisme, de discuter avec les centrales syndicales, les organisations patronales, les syndicats sectoriels de base, pour essayer de réfléchir sur des propositions de réformes qui puissent améliorer nos systèmes de réforme actuels. Oui, on parle de régime viable et inclusif. Qu'est-ce que cela signifie ? Des questions que vous allez aborder au cours de la conférence sociale, bien sûr. Bien sûr, ça veut dire que nous allons faire en sorte que les décisions qui sont prises soient des décisions partagées avec les partenaires sociaux, les organisations patronales, et des décisions qui permettent de prendre en compte toutes les attentes. C'est pourquoi d'abord on a prévu de discuter autour de 4 tables rondes. La première table ronde va
concerner toutes les mesures qui sont faites pour améliorer le régime de retraite de l'IPRES. La deuxième table ronde va concerner le FNR, les propositions d'amélioration du régime de FNR. La troisième table ronde sera une table ronde qui va permettre de recenser toutes les propositions pour faire en sorte que le secteur informel puisse avoir une couverture en branche retraite. Et la quatrième table ronde sera une table ronde qui va permettre de revisiter les fonds de pension, les fonds privés, les plans privés de pension, parce que le président de la République veut que nous puissions, quand le Sénégalais va à la retraite, pas seulement se limiter à la retraite de base. Donc il faut une retraite complémentaire, donc il faut discuter des modalités de mise en œuvre et proposer des mesures qui sont soutenables par l'État et qui sont soutenables aussi par les entreprises et qui apportent un plus à la situation actuelle. Et comme quand on est en activité, on a beaucoup plus de ressources, il faut envisager, comme l'a dit M. le Président de la République, de maintenant trouver un autre système de retraite par capitalisation, parce que nous avons un système par répartition qui a atteint sa maturité, mais intégrer un autre système par capitalisation pour permettre aux travailleurs en activité de pouvoir librement mettre de l'argent et bien sûr un ticket à la sortie. Et je pense que quand le Sénégalais est à la retraite, avec ces réformes qui sont proposées et qui seront dans une feuille de route à soumettre à M. le Président de la République, il y aura plusieurs sources. Et c'est cela qui va permettre aux Sénégalais à la retraite de pouvoir avoir quelque chose qui se rapproche de ce qu'il avait en activité et de pouvoir continuer à vivre décemment. Très bien, je rappelle que la conférence aura lieu les 24 et 25 avril 2017. Alors, vous avez parlé de tables rondes qui vont marquer donc les travaux. Alors, qui va prendre part à cette conférence ? Alors, à cette conférence, nous avons d'abord les partenaires sociaux. Donc, nous avons les centrales syndicales, nous avons les syndicats sectoriels. Par exemple, au titre du FNR, nous avons tous les syndicats qui relèvent de la fonction publique. Nous avons les amicales, nous avons les organisations professionnelles. Et de l'autre côté, nous avons aussi les organisations patronales, avec bien sûr tous les représentants de l'État et beaucoup d'experts, de Sénégalais que je salue ici, qui sont des actuaires, qui sont à l'étranger et qui ont vu dans l'actualité l'organisation de cette table ronde et qui sont eux-mêmes venus participer au travail scientifique, parce que pour des systèmes de retraite, il faut faire toujours la part des choses, c'est un équilibre entre la générosité du système et sa viabilité. Le système doit être le maximum généreux possible, comme le veut le président de la République, mais il faut qu'on ait une structure fonctionnelle qui va de manière pérenne gérer la question de la retraite au Sénégal. Ça va être une grande première et qui va ouvrir de grandes perspectives aux travailleurs sénégalais. D'accord, donc des questions qui vont être abordées donc à partir du 24 avril. Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, très bien. Restez avec nous pour poursuivre l'actualité sur la RTS100. On va parler de cette autre actualité, c'est-à-dire les inscriptions sur les listes électorales. Dans la banlieue de Dakar, la dernière journée a été consacrée aux retardataires. Pour autant, à Pikine et à Guédiawaye, les commissions se disent satisfaites de leur bilan. Maman Moussagnan nous fait le point. Pas d'affluence cet après-midi à la mairie de Pékin-Ouest. Pourtant, c'est le dernier jour pour les inscriptions sur les listes électorales. Apparemment, l'essentiel des Pékinois sont passés voir la commission. À l'heure actuelle, je pense bien que la majorité des personnes habitant dans cette commune se sont inscrites. Ici, la mouvance présidentielle, les non-alignés, l'opposition, bien représentée, se félicite de la bonne organisation des inscriptions. À Dagoudan, une autre commission siège ici. Une trentaine de personnes attendent d'être enrôlées. Ce sont les dernières dans cette circonscription située au sud-est du département de Pikine, dans la région de Dakar. Djidda Thiaroye-Kao, Guinaw Rail Nord, Guinaw Rail Sud, Pikine-Ouest sont entre autres ces arrondissements. Nous sommes à plus de 165 000 inscrits à la date de 2 jours. Donc c'est pour la zone de Pikine-Dagoudan, un arrondissement qui a 7 communes d'arrondissement. À la préfecture de Guédiawaye, même s'ils ne sont pas nombreux, les retardataires se bousculent devant la commission. Depuis le mois d'octobre, ils traînaient les pieds pour différentes raisons.
suis trop pris parce que j'ai quitté mon lieu de travail, mon habitation qui est Guédiawaye, pour aller jusqu'à Cap des Biches. Chaque fois revenir vers le coup de 21h, vraiment j'étais trop pris. Tout compte fait, la commission se dit satisfaite du bilan. Effectivement, parce que passé les 15 000 inscrits. Dans la banlieue de Dakar, les commissions d'inscription ont fini de faire l'essentiel, enrôler le maximum de citoyens en quelques mois en direction des prochaines législatives. L'actualité internationale présidentielle française 2017, les Français se sont rendus aux urnes pour départager 11 candidats en lice. La participation a avoisiné 70%, un des meilleurs niveaux de vote depuis 40 ans, selon 3 instituts de sondage. Les estimations donnent pour favori Emmanuel Macron, qui est suivi par Marine Le Pen. Le récit de Philomène Constance Diagne. Le premier tour de la présidentielle française tenu sur fond de menaces terroristes avec un taux de participation de 70% a affiché ses premiers résultats. Le jeune centriste pro-européen Emmanuel Macron arrive en tête avec 23,7% des votes, suivi par Marine Le Pen, la candidate de l'extrême droite anti-Europe, qui se retrouve avec 21,7%. Le favori de ce duel final, l'ancien ministre de l'économie, 39 ans, devance la chef du parti Front National, 48 ans. Ces premiers résultats marquent le rejet des partis traditionnels. Macron, qui, il y a encore 3 ans, était inconnu des Français, a mené sa campagne sur une ligne pro-européenne et un programme libéral tant en économie que sur les questions de société. L'ancien ministre de l'économie a donc gagné son pari, lui qui se présentait pour la première fois à une élection présidentielle. Il devra affronter Marine Le Pen au second tour du scrutin prévu le 7 mai prochain. Charles de Gaulle, au cœur du quartier des expatriés. Alors, pour le débriefing de ces résultats, nous accueillons notre deuxième invité. Il s'agit de M. Jean-Didier Vermenon pour donc analyser ces résultats. Bonsoir, monsieur, et merci d'être avec nous. Bonsoir, la journaliste. Voilà, très bien. Alors, les premières estimations sont favorables à Emmanuel Macron avec plus de 23%, suivi par Marine Le Pen. Alors, quelle lecture faites-vous de ces premiers résultats ? Bien, écoutez, les résultats correspondent sensiblement au sondage. Et je constate que malheureusement la situation sociale et politique est très grave dans notre pays et que des mesures radicales devront être prises pour changer de politique, puisque bien sûr M. Macron et Mme Le Pen qui arrivent en tête sont les résultats de ces politiques qui n'ont pas répondu aux attentes des Français. Voilà, très bien. Alors, déjà, certains candidats affichent leur position par rapport aux sortants, par rapport aux vainqueurs qui vont donc soutenir lors du second tour. Monsieur Jean Didier, à votre avis, à qui va profiter le report de voix ? Mais écoutez, aujourd'hui, j'ai entendu parler d'un appel républicain par quelques candidats et d'autres candidats qui n'appellent à se désister pour aucun candidat. Donc la situation est très très préoccupante en France et je pense que quel que soit le candidat élu, et bien entendu je ne souhaite pas que Marine Le Pen, pour des raisons que je n'aurai sans doute pas le temps d'exposer, mais devienne demain la présidente de notre pays, je crains que le nouveau candidat ait beaucoup de difficultés à gérer le pays. La crise, vous savez, elle est très très profonde. Nous vivons un certain paupérisme. Cette élection, elle a été originale parce que pour la première fois, il y a eu ces primaires. Il y a eu aussi ce que nous appelons les affaires, et ce qui est inquiétant dans une démocratie et surtout dans le cadre de cette 5e République. Bien entendu, c'est aussi une crise de la démocratie, une crise de l'absence de participation des populations à participer à la vie du pays, parce qu'on n'entend pas non plus ce qui bouge, ce qui grogne dans les quartiers de nos villes et villages. Et c'est très très inquiétant, je vous l'assure. Alors, donc, les chantiers sont énormes pour le futur président français, vous voulez dire? Oui, tout à fait. Par contre, je compte sur l'esprit républicain, sur un sursaut français bien sûr pour ce deuxième tour, et puis je compte sur la conscience politique des populations qui est aussi très très importante, et cette population, je ne doute pas qu'elle s'engage justement
après les élections présidentielles, puisqu'il y a les élections législatives et c'est ce à quoi nous devons travailler aussi dans le cadre de l'élection de nos futurs députés. Alors très bien, je rappelle que le second tour aura lieu le 7 mai 2017, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. D'accord, c'est très bientôt. Voilà, d'accord, très bien. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, mais restez tout de même avec nous pour parler de cette autre information. On poursuit donc le journal s'il y a un véritable problème entre la justice pénale internationale et les pays africains. C'est donc le professeur de droit Matar Kamara qui l'assure que pour lui, ce malaise vient de la compétence universelle qu'évoquent les juridictions pour cibler les chefs d'État africains et la focalisation de la CPI sur les officiels du continent. Le chef du département du droit public animé chez la 3e édition de l'Agora diplomatique du ministère des Affaires étrangères. Le compte-rendu de René Massiga-Diouf. La justice pénale internationale ne se réduit pas à la Cour pénale internationale. Telle est l'affirmation avec laquelle le conférencier a effectué son entrée en matière. Après avoir situé la longue période de gestation d'une justice internationale, il est revenu sur le projet de statut qui donna naissance à la Cour pénale internationale. Pour le chef du département de droit public de l'Université Cheikh Anta Diop, l'Afrique est aujourd'hui au cœur de la justice internationale parce qu'elle est le théâtre d'une barbarie incommensurable. L'Afrique est aujourd'hui au cœur des préoccupations de la justice pénale internationale. Parce que malheureusement, ils sont légion les actes de barbarie qui ont pour théâtre le sol africain. En sorte qu'il n'est pas exagéré de dire que de nos jours, l'Afrique est devenue un véritable enjeu de justice pénale internationale. En témoigne le nombre significatif de juridictions internationales compétentes pour connaître des crimes internationaux commis en Afrique. J'en ai dénombré pas moins de 5. En témoigne aussi l'activisme de la justice pénale internationale sur le terrain de la répression des crimes internationaux commis en Afrique, activisme d'autant plus remarqué qu'ils sont aujourd'hui pas moins de 6 chefs d'État ou anciens chefs d'État africains à avoir ou à avoir eu maille à partir avec le juge répressif international. Les menaces de retrait de la CPI par des États africains sont-elles réelles? Quelles sont les tendances générales qui se dégagent pour ce retrait? Serait-ce une bonne option pour le continent? Autant de questions qui se posent. Évoquant la compétence universelle en vertu de laquelle certains chefs d'État sont traduits devant la CPI, il parle de malaise à propos de cette focalisation sur des affaires judiciaires africaines. Le malaise dans les relations entre l'Afrique et la justice pénale internationale universelle s'explique en premier lieu par cette prétention des juridictions nationales occidentales à s'arroger une compétence universelle, c'est-à-dire par-delà les frontières des États auxquels elles sont rattachées, et en second lieu, par la focalisation de l'action judiciaire de la CPI sur le continent africain. Pour lui, l'attestation la plus parfaite de cette focalisation est que sur 10 enquêtes ouvertes par le bureau du procureur, 9 concernent le continent. Ensuite, sur 11 procédures d'examen préliminaires, 4 concernent l'Afrique et 20 mandats d'arrêt ont été émis contre les Africains. Suite et fin de la série sur l'hygiène, on fait le point chez les apprenants. À la maternelle et à l'élémentaire, les notions d'hygiène occupent une bonne place dans les programmes, même si leur application reste toujours une grande préoccupation. C'est un reportage signé Aminata Mbengofal. L'hygiène a bonne place chez les apprenants. Ici, à la maternelle Omar Ben Khattab Djadofas, la leçon sur la propreté est bien apprise. La propreté s'apprend dès le bas âge. Vous avez vu tout à l'heure, après avoir mangé, les enfants jettent les sachets à la poubelle. De la maternelle à l'école primaire, le constat est le même. L'état des lieux renseigne sur l'importance que les responsables de l'école accordent à la propreté. Dans chaque classe, des produits détergents sont mis à la disposition des élèves. Chaque semaine, à tour de rôle, une classe s'investit pour garder propre l'établissement. Le matin, lorsque les élèves viennent généralement, donc avec leur sandwich, ils jettent souvent les emballages dans la cour. Oui, donc nous attendons 8h15, quand tout le monde est en classe, le maître de service, n'est-ce pas, sort avec ses élèves pour procéder au ramassage. Et il y a une seconde fois, un second tour à partir de 11h. Au niveau des classes aussi, il y a une organisation interne qui se fait. C'est que les élèves sont organisés par groupe.
c'est chaque jour, il y a un groupe qui s'occupe de la propriété de la classe et même du tableau. Dans cette école, tout se veut hygiénique. Ramadjan est l'épouse du gardien. Avec la responsable de la maternelle, elle s'occupe du nettoiement des toilettes. Pour les toilettes des agents de l'école, je me suis portée volontaire parce qu'on n'a pas de personnel pour s'occuper de la toilette. Voilà. Je nettoie tous les jours les toilettes pour le bien-être des élèves. Ce n'est pas facile du tout avec les tout petits, mais je fais de mon mieux. Chez les plus âgés, la prise en charge de l'hygiène est beaucoup plus difficile. Au lycée mixte Maurice Delafosse, elle est gérée par l'administration. Des poubelles sont visibles dans la cour et les couloirs des bâtiments, certes, mais le dispositif mis en place comporte quelques failles du fait du comportement de certains élèves. Aux heures de pause, les élèves prennent des sandwichs, des cafés tout bas. Malgré la sensibilisation, la contrainte, ils continuent à jeter les sachets partout dans les salles de classe, dans la cour. C'est très difficile. C'est à l'image de ce qui se fait dans la rue. L'entretien des toilettes des élèves est plus difficile et jettent tout le temps des sachets à l'intérieur. Mais nous essayons de discuter avec eux parce que ce sont nos enfants. Une situation qui s'ajoute à un déficit des ressources financières, mais également du personnel préposé au nettoiement. C'est le personnel d'appoint. Ça nous coûte environ 3 millions par an. C'est supportable sur les frais d'inscription. Mais c'est insuffisant. Il y a 2000 élèves ici, 2300 élèves ici, qui salissent tous les jours. Donc ce n'est pas 4 personnes qui peuvent prendre en charge la propriété de l'établissement. Des problèmes à résoudre selon les élèves, pour qui avoir des toilettes propres est une obligation. Certains d'entre eux ont leur solution. Personnellement, quand j'ai besoin des toilettes, je sors dans le quartier de Gueule-Tapée, dans une maison pour demander, pour faire mes besoins. Et ce qui n'est pas du tout normal parce que je ne peux pas à chaque fois laisser mes cours ici pour sortir en dehors de l'école pour faire mes besoins. C'est à l'école qu'une bonne partie de la vie s'apprend, mais tout doit s'apprendre dans un environnement sain. Voilà, Chaminatou Mbengoufal, c'est ce sujet qui met fin à la série sur l'hygiène. En finir pour de bon avec le paludisme, c'est le thème de la journée 2017 de lutte contre cette maladie. Elle recule de plus en plus au Sénégal et aujourd'hui la mortalité est inférieure ou égale à 2%, de bons résultats qui sont cependant fragiles à l'échelle du pays. Toutes les régions ne sont pas au même niveau. Le sud et le sud-est sont encore dans une situation préoccupante et doivent concentrer les efforts, nous dit Oumar Diaw. La riposte contre le paludisme a fait faire de grands bonds en arrière aux moustiques et ces dernières années, la morbimortalité proportionnelle du paludisme est en chute. La lutte antivectorielle à haut impact a enrichi son arsenal. Plus de 8 millions de moustiquaires imprégnés aux populations du Sénégal, avec un taux de satisfaction des besoins exprimés de plus de 98%. Autre élément de succès de la stratégie de lutte, le recours précoce aux soins. Et pour cela, nous avons mis au niveau de tous les points de prestation les médicaments et les autres outils pour faire le diagnostic et le traitement depuis plus de presque 10 ans. Le traitement du paludisme simple et gratuit. La gratuité du traitement du paludisme grave appliqué à 6 régions devrait être élargie à l'ensemble du territoire cette année. Mais le sud-sud-est reste un point rouge et focalise l'attention. Beaucoup de cas qui sont concentrés dans la zone du sud et du sud-est. En tout cas, sur les données compilées, jusqu'en 2016, on voit que 45% des cas que nous avions enregistrés au niveau national étaient détectés dans la zone du sud et du sud-est. Des facteurs biotiques particuliers expliquent la persistance du paludisme dans cette zone. Des stratégies adaptées sont nécessaires à l'image de la chimioprévention saisonnière et de l'utilisation permanente des moustiquaires. Le deuxième forum du projet de surveillance de l'environnement et la sécurité en Afrique, MESA, s'ouvre ce lundi à Dakar. Près de 250 experts et membres des commissions y sont attendus pour échanger avec le gouvernement du Sénégal et les partenaires sur les produits et services de l'observation de la Terre dans les politiques et programmes. Le coordonnateur technique est au micro de Ibrahim Fall Junior.
MESA, c'est un programme de surveillance de l'environnement et la sécurité en Afrique qui est conduit